Eh bien, mesdames et messieurs, j'aurai le plaisir d'animer ce débat entre trois intervenants qui sont naturellement, je vais rapidement vous les présenter. Maître Corinne Mostin, avocate au barreau de Bruxelles. Nous avons Madame Sandrine Gallet, qui est vice-présidente de Federia. Et incidemment, Maître Julien Van Gils, qui est, quant à lui, inscrit au barreau du Brabant Wallon, c'est comme ça qu'on dit ? Alors, vous savez, mesdames et messieurs, ce qui les caractérise, c'est avant tout que ces trois personnes sont vraiment des spécialistes de la copropriété. Comme vous savez, nous avons obtenu, à travers ce petit panel, de réunir tantôt des avocats et le syndic aussi. Pour moi-même, effectivement, j'ai cette qualité effectivement de syndic depuis quand même plus de presque 40 ans. Mais ici, nous allons vraiment évoquer toutes ces problématiques du recouvrement de charges. Alors, on sait fort bien qu'en matière de copropriété, le nerf de la guerre, c'est toujours le problème financier. Effectivement, on prend une décision à des implications financières. On veut déplacer quoi que ce soit, on veut déplacer un meuble, on va faire appel à un entrepreneur. Tout est autour de la copropriété, c'est toujours une redevance, c'est toujours une participation financière et c'est naturellement un sujet hyper sensible. On va voir un peu ici, à travers ce débat, différentes facettes de cette problématique, à travers tantôt le travail du syndic, à travers tantôt aussi, bien entendu, les actions qui peuvent être développées pour finalement prévenir tout le contentieux relatif au couvrement de charges et également aborder toute la problématique de qu'est-ce que prévoit la loi, qu'est-ce que va prévoir la loi, en quoi est-ce que la loi va protéger les copropriétés face aux défauts de paiement. Alors, ce sera le cas. Bien entendu, je compte sur vos questions-réponses qui vous seront données. C'est un débat. C'est avant tout un débat. Donc, je suppose que si dans votre copropriété ou en votre qualité de syndic, vous êtes confronté à des problèmes, surtout, je crois que la richesse de ce genre d'échange, c'est de vous écouter et de permettre de vous apporter les questions les plus judicieuses, les réponses les plus judicieuses, par contre. Alors, première question, Maître Mostin, vous êtes spécialisé en matière de droit de la copropriété, en matière de contentieux. Ça fait quand même pas mal d'années que vous assumez cette fonction. Avez-vous connu une évolution? Y a-t-il plus, d'après vous, de recouvrement de charges actuellement qu'il y avait auparavant? Ou est-ce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus, qui est maîtrisé par des actions qui ont été mises en œuvre par les syndics? Alors, je ne connais pas tous les syndics et donc toutes les copropriétés, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que le recouvrement a pris beaucoup d'importance et que la modernisation des copropriétés qui nécessite de faire des travaux et qui implique des budgets importants pose problème dans les copropriétés et donc il faut effectivement veiller. On sait que le syndic sur le plan déontologique ne peut pas commander des travaux s'il ne dispose pas des fonds. Donc s'il ne dispose pas des fonds et qu'il a fait les appels de fonds qui ont été décidés par l'Assemblée générale, eh bien la copropriété est en difficulté pour commencer les travaux. Et donc effectivement, il faut agir. Et malheureusement, pour la copropriété, la seule manière de recouvrer les charges, c'est faire une procédure en justice de paix pour obtenir une condamnation du débiteur au paiement de ses charges et espérer évidemment que les charges soient payées assez rapidement ou suivant les modalités qu'aura définies le juge de paix. Mais donc, pour éviter ça, il faut évidemment en amont que le syndic ait une politique, je pense, de rappel assez stricte pour éviter que les montants ne deviennent importants et qu'au moment où le jugement soit prononcé, les sommes sont à ce point importantes que le débiteur est déjà en difficulté et après ça, c'est l'exécution qui va poser problème. Alors, vous l'avez dit, l'action du syndic. Madame Gallet, d'après vous, vous êtes syndic d'immeuble, bien entendu. Comment est-ce que vous avez mis en place un principe de surveillance par rapport à ces défauts de paiement de la part des copropriétaires? Je pense que les syndics doivent, dès qu'ils sortent un décompte, qu'il soit trimestriel ou annuel, regarder effectivement le bilan et les créances de chaque copropriétaire et agir dès qu'un propriétaire montre des signes de non-paiement de charges.
Parce qu'effectivement, les procédures judiciaires sont relativement longues et donc au plus tôt on prend la problématique, au plus on peut intervenir rapidement et éviter des dettes trop importantes et mettre une copropriété dans un blocage par manque de fonds. Donc les syndics doivent être effectivement très très vigilants et lancer directement les premiers rappels, deuxième rappel, mise en demeure et pas tarder dans les procédures au niveau des retards de paiement. Alors parfois, il est aussi utile que les syndics appellent les propriétaires parce qu'un propriétaire qui ne sait pas payer n'ose parfois pas prendre contact avec le syndic et souvent quand on les appelle, on peut mettre très vite des choses en place pour éviter que les charges ne se payent pas pendant un certain temps. Maître Van Gils, de votre côté, vous êtes également fort actif dans le cadre de la copropriété et principalement dans les recouvrements de charges. Quels sont des fois les obstacles que vous rencontrez face à des procédures qui, quelque part, finalement, est simple? Quelqu'un ne paye pas, et on lui lance la citation, il se retrouve devant le juge de paix. Quels sont les obstacles auxquels vous êtes confrontés d'une manière assez fréquente dans le cadre des missions qui vous sont confiées? Je dirais que, au-delà des obstacles juridiques et des questions plus épineuses au niveau juridique, le problème principal, c'est que les gens ne comprennent pas ce que c'est des charges de copropriété, ne sont pas compétents que pour comprendre une comptabilité en partie double. Vous parlez de bilan, vous voyez arriver un grand point d'interrogation au-dessus de leur tête. Et donc, je crois qu'il pourrait y avoir à faire un travail d'explication dans le cadre des différents rappels que le syndic peut faire et une fois que l'avocat prend la main aussi, je me rends compte à mon niveau que parfois il suffit de passer 15 minutes au téléphone avec le débiteur en lui expliquant ce que c'est des charges de copropriété, à quoi ça sert. Ça correspond aux travaux, aux honoraires du syndic, à la prime d'assurance pour que ça percute dans l'esprit du copropriétaire et que ça l'amène à payer. Et pour rebondir par rapport à votre première question, moi, j'ai pas l'avantage de pouvoir revenir 20 ans en arrière et vous donner une comparaison avec ce qui se passait il y a 20 ans. Mais par rapport à ma pratique d'une petite dizaine d'années, je remarque à mon niveau que les gens sont plus qu'avant en difficulté de paiement. C'est pas qu'ils s'opposent de manière comme une question de principe à payer les charges, c'est qu'ils ne savent plus faire face aux différentes dépenses et qui formulent de plus en plus le souhait de pouvoir conclure un plan d'appurement. Et donc là, il y a aussi peut-être un rôle à jouer d'abord avec le syndic. Et moi, je remarque que 2 dossiers sur 3 de recouvrement de charges de copropriété passent dans un premier temps par la conclusion d'un plan d'appurement amiable. Ce qui voudrait dire que, d'après vous, que le copropriétaire qui achète ne se rend pas compte de son engagement? Très certainement. Je fais le procès de personne et certainement pas des notaires qui ont beaucoup de choses à faire au moment de la passation d'un acte authentique de vente. Mais je ne suis pas certain qu'on ait la possibilité et le temps d'expliquer à ce moment-là, lorsqu'on est chez le notaire en train de signer l'acte, pendant 15 ou 20 minutes, ce que ça représente vraiment d'acheter dans un immeuble. J'ai parfois le sentiment, ça dépend peut-être des régions, mais c'est particulièrement le cas dans certaines communes de Bruxelles, que les copropriétaires, une fois qu'ils ont payé le prix de vente, pensent qu'ils sont déliés de toute obligation de paiement par rapport à leurs biens. Donc ça, c'est peut-être une chose. Et alors, par ailleurs, les charges, c'est évolutif. Donc c'est pas parce que le notaire va se renseigner auprès du syndic dans le cadre de la vente et que le syndic va lui dire que les charges, c'est autant par mois pour le moment et les 3 dernières années. Mais en fonction de l'état de l'immeuble, Maître Mostin en parlait, il est évident que ça prend une grande partie. Quand on décompose un peu le montant des charges dues, on retrouve souvent des travaux derrière. Mais si les copropriétaires prennent la décision en assemblée générale de refaire la toiture ou de ravaler la façade 5 ans après l'achat, on ne pouvait peut-être pas s'y attendre au moment de l'achat. Il n'est pas certain que les copropriétaires fassent un audit technique de l'immeuble avant d'acheter. Madame, je vous voyais bondir alors
un peu, vous n'aviez pas l'air d'accord. Et donc, je vous passe le micro. Merci, bonjour. Je peux rester assise? Non, mais je vais bien. Non, je vais rester debout comme je fais d'habitude aux réunions. Bon, je suis tant copropriétaire que syndic dans l'immeuble où j'habite, donc je connais les différents aspects. Alors, si vous permettez, je ne vais pas m'éterniser, mais si vous permettez une première remarque, vous dites que les copropriétaires ne sont pas au courant des charges et question boule de neige, ne savent plus assumer les charges. Alors, première chose, je dis, vous êtes en tort en tant que copropriétaire, nouveau ou pas nouveau, vous êtes en tort vous-même. On ne peut pas reprocher au notaire de ne pas avoir le temps d'expliquer les charges. De plus en plus, les agences immobilières demandent, au moment de l'intérêt d'un futur propriétaire, demandent déjà tous les détails. Il faut savoir lire, mais il faut aussi avoir envie de lire les documents, tant les documents qui concernent les charges que, par exemple, un acte de base d'un bâtiment. Ici, je suis copropriétaire, entre autres, d'un bâtiment de 92 appartements. Les nouveaux propriétaires, j'entends de plus en plus « Ah, mais je n'étais pas au courant. Oh, je ne savais pas. » Je dis ben, « Il faut lire les documents que vous avez reçus déjà, etc. etc. » « Oh, ben arrête, on ne va quand même pas lire tout ça. Tu te rends compte ?» Eh bien alors, alors voilà, on ne peut pas reprocher à qui que ce soit qu'un nouveau ou ancien propriétaire ne soit pas au courant des charges. Puis, je vais juste ajouter encore un deuxième aspect. Tout ce qui est recouvrement, c'est mon dada. Et je vous dis qu'il faut commencer par bien expliquer l'ensemble aux copropriétaires. Et il faut aussi les éduquer. Et il faut les suivre tout le temps, tout le temps. Et dans ma copropriété de 92 appartements, j'en ai un seul propriétaire qui de temps en temps paye en retard. Un seul. C'est une méthode comme une autre, mais il faut investir beaucoup de temps aussi. Voilà. Mais on peut vous féliciter parce que c'est que la méthode ou ce que vous mettez en place marche. Alors, je vais vous dire... Entre guillemets, qu'est-ce que vous faites? Non, mais... Vous faites ça honnêtement, vous ne les tapez pas, ou n'allez pas frapper. Ça marche? Oui, mais je pense que le fait que vous êtes copropriétaire et personnellement concerné et que vous y mettez toute votre compétence, votre temps, etc., vous permet d'arriver à ce résultat-là. Moi, je fais le constat comme avocat et je rejoins Maître Van Gils, les gens achètent. Alors, je vous suis, ils ne lisent pas. Mais donc, la loi dit qu'avant de signer le compromis, donc l'agent immobilier, le propriétaire ou le notaire interroge le syndic. Le syndic va faire son travail de communiquer, mais il va communiquer quoi? Un bottin de téléphone à peu près, hein, les PV des 3 dernières années, la comptabilité, etc. Pour quelqu'un qui n'est pas initié, et je sais bien qu'on est tous censés, quand on achète, lire tout ce que l'on reçoit et essayer de comprendre ce qu'il y a dans les PV. Parce que si vous lisez les PV, vous verrez l'état général de l'immeuble. Donc vous savez vous êtes censé savoir si on va faire des travaux, où on en est dans une rénovation. Mais moi, le constat que je fais, c'est que l'agent immobilier qui est pressé de vendre n'explicite pas le contenu des documents qui sont remis à l'acquéreur. Le vendeur, il est pressé de s'en aller, il a envie de vendre, donc il estime que c'est plus son travail. Le notaire, il est surchargé et avec la pile, il fait ça. Il passe son acte. Et puis, où on arrive, je vais vous dire, c'est chez l'avocat en disant « Mais vous savez, maître, on me réclame autant. » Et je prends un exemple, 250 € par mois. Or, l'agent immobilier m'avait dit 90 €. Et je rejoins le maître Van Gils, les gens ne se rendent pas compte que des charges sont évidemment variables. Les charges, c'est les charges courantes qui sans doute évoluent avec l'inflation, mais que ce qui va faire le gros des arriérés, c'est les travaux et c'est des investissements plus importants. J'ai même reçu des confrères, je vais vous dire, qui me disaient « Mais enfin, vous vous rendez compte, on me demande autant et ce syndic. » Je dis « Mais quel était le budget ? On a voté un budget ? Oui. Vous avez quoi comme quantité ?
autant, mais vous faites le calcul et voilà, vos provisions, c'est autant. Donc c'est juste. Et même, alors on dit toujours que les avocats ne savent pas compter, sauf sans doute leurs honoraires, mais voilà, donc même un avocat n'avait pas pris le pli d'aller lire toute cette littérature. Et je pense que c'est une des difficultés de notre société moderne, c'est que l'information tue l'information, et que finalement, quand le propriétaire a acheté, qui devrait lui donner un cours ? C'est le syndic. Alors vous êtes syndic non professionnel, vous y mettez le temps. Le syndic professionnel qui gère X immeubles, il considère aussi que ce n'est pas son travail de donner un cours sur la copropriété dont les règles sont devenues complexes. Il y a 25 ans, oui, je suis d'accord avec vous qu'il y a la base. Mais donc, moi, je vais vous dire, il y a des associations de propriétaires, il y a des associations de syndics. L'information, elle est partout. Et que ce soit dans ce domaine-là ou dans un autre, on a l'impression parfois que l'information n'arrive pas aux bonnes oreilles. Quand on accorde un crédit pour un achat, je m'étonne que la banque n'attire pas l'attention du propriétaire en disant vos revenus c'est autant, le prix c'est autant. Sachez qu'à ce prix, il y aura les charges. Et je ne sais pas, je vais vous dire, moi on vient me consulter quand il y a le problème, donc c'est trop tard. Et je me suis souvent demandé comment est-ce qu'on pouvait faire pour que l'information arrive aux bonnes oreilles au bon moment. Je vais vous donner un tuyau. Voilà comment... On a toujours à apprendre. Donc, Non, mais voilà comment j'ai installé le système chez nous. Enfin, chez nous, dans le bâtiment. Oui, dans votre immeuble. Dans l'immeuble dont je vous parle. Je suis membre du conseil, bien entendu. On n'entend pas bien. Non, mais il faut parler vraiment devant le micro. Voilà, c'est mieux. Je suis membre du conseil de cet immeuble depuis 8 ans. D'abord, j'ai un peu décortiqué la comptabilité 5 ans en arrière et je passe tous les autres détails parce que sinon, dans une heure, je suis encore en train de vous expliquer. Et puis, j'ai demandé aux copropriétaires d'instaurer, mais de procurer un mandat sur mesure qui n'est pas vraiment écrit, mais j'ai suggéré, je dis, un des membres du conseil devrait informer les nouveaux propriétaires au niveau, en dehors des 3 années, par exemple, de documents et des PV qu'ils reçoivent, mais qu'on ne lit quand même pas, mais donner un peu de background. Voilà, et c'est ce que nous faisons. Alors, il suffit de rester un peu humain. C'est le côté humain. Et personne ne prend le temps. Or, je travaille aussi. Je suis indépendante, je travaille à temps plein. Mais je prends ça en plus. Je trouve que c'est fort important. Ça permet aussi de lier le contact entre les anciens et les nouveaux propriétaires. Voilà, j'ai encore quelques tuyaux, mais je vais m'arrêter là. Alors, au niveau des charges, il y a 2 choses à dire aussi. C'est que, les gens ne lisent pas et ne savent pas ou ne décryptent pas s'il s'agit de charges forfaitaires ou de provisions, tout comme dans le cadre d'un loyer. Et ce qui est vraiment compris, l'eau, le chauffage, provisions, etc., etc. Puis aussi, s'agit-il de décompte trimestriel ou de provisions mensuelles? Enfin, voilà. Tout ça sont des choses importantes à communiquer aux nouveaux propriétaires. Voilà. Moi, j'ai toujours dit que ce métier est avant tout de la communication. Communiquer. Et je crois que c'est ça la clé de tout. Et je crois qu'effectivement, madame, la manière dont vous voyez les choses, c'est comme ça que ça doit être. C'est communiquer. Ça demande naturellement un investissement en temps énorme. Ça demande énormément de patience. Alors, à titre, avant de vous passer la parole, madame, simplement à titre d'information, vous savez qu'une copropriété qui présente 15% d'impayés de son budget annuel est considérée en France comme une copropriété en difficulté. Ce qui veut dire que 15% correspond le seuil à ne jamais dépasser. Si vous arrivez à 15%, automatiquement, vous allez arriver à un blocage du processus de fonctionnement et ça va générer que les travaux vont être reportés
Et au plus qu'on va arriver dans le pourcentage 15, 20, 25, 30%, vous allez arriver à un moment où il n'y a plus de travaux qui vont pouvoir être réalisés et on va affecter l'entretien. Donc on est à ce moment-là en zone vraiment dangereuse et on est vraiment au-delà de 25%. Vous avez les premiers signes d'une moins-value sur le lot qui est affecté. Donc c'est excessivement dangereux et je vous remercie un peu de votre témoignage qui montre bien que finalement, ben voilà, c'est un bâton de pèlerin à prendre, mais que au plus on le réduit, naturellement, vous garantissez votre fonctionnement, votre processus de fonctionnement. Madame, je vous passe la parole, vous aviez une question. Je viens d'arriver. Voici, j'aurais voulu savoir si, de parler au point de vue stationnement des voitures devant l'immeuble. Est-ce que vous pouvez parler de cela, le stationnement de voitures illégalement devant l'immeuble, pas dans les parkings, hein, donc le long de la façade. Non, madame, vous évoqueriez par exemple une indemnité qui serait demandée au propriétaire? Non. Oui. Ah, ça c'était une autre optique. Mais vous savez, madame, ce que vous dites, c'est vrai que c'est pas tout à fait le thème, mais ça ne fait rien. On va peut-être un peu, disons, aller répondre. On va essayer de disons, répondre. Vous êtes inquiète des voitures qui sont garées illégalement le long de l'immeuble? Voilà. Alors ici, moi j'ai posé une question à nos trois experts. Moi j'ai envie de vous poser une question. Vous dites c'est un comportement de copropriétaire et finalement ben, ça va générer des coûts relativement importants. Alors moi je vous pose la question, c'est quelqu'un comme ça, est-ce qu'il a commis une bêtise hein, parce que bon, il a mis en danger la copropriété. J'ai un règlement d'ordre intérieur qui mentionne bien qu'il ne peut pas le faire. Eh bien moi en tant que syndic, en tant que mauvais syndic on va dire, qu'est-ce que je fais? Je vois, j'ai une matricule, je prends la plaque et crac, je mets ça dans les décomptes. Est-ce que vous croyez que j'ai un peu de chance pour que je puisse obtenir paiement à titre d'indemnité? Est-ce que je peux appliquer des pénalités comme ça à mes copropriétaires? D'après vous, allez, voilà. J'essaie de faire l'enchaînement par rapport à la question. Oui, hein. Non, voilà. mais des pénalités. Alors, la question des pénalités, effectivement, doivent se situer depuis... en tout cas pour le recouvrement des charges dans le règlement de copropriété depuis le 1er janvier 2019. Mais donc, à mon sens, toute autre pénalité doit aussi figurer dans le règlement de copropriété. Donc ça, première chose. Donc pour appliquer une pénalité, elle doit être prévue et donc soit à l'origine, soit que l'Assemblée générale ait décidé de la pénalité et l'ait inscrite alors dans son règlement de copropriété. Maintenant, toute la difficulté... Dans ces pénalités, on voit ça aussi sur les indemnités de déménagement. On facture parfois au propriétaire qui a un locataire qui déménage une indemnité. Parce qu'on se dit qu'aller démontrer que le locataire, en faisant son déménagement, a endommagé les parties communes, on ne va jamais pouvoir le démontrer, que c'est en passant avec l'armoire de la grand-mère qu'on a endommagé l'immeuble. Et donc, effectivement, on peut le prévoir, mais il faudra démontrer que c'est bien la voiture du propriétaire concerné qui est à l'origine et que la disposition soit prévue. Et alors, si vous relevez le numéro de la plaque, je ne vois pas comment vous allez pouvoir identifier le propriétaire. Vous n'allez pas pouvoir aller à la DIV et dire c'était qui. En plus, les voitures Ventoux, ce n'est pas nécessairement le propriétaire de l'immeuble. Ça peut être des voitures extérieures. Donc, je ne suis pas sûr que le système soit très efficace, mais Van Gils, ça peut être une autre idée. J'ai peut-être pas encore à ce stade une autre idée, mais de manière générale, c'est certain qu'il faut condamner ce genre de comportement. Et ce que moi je dis souvent devant le juge de paix, et que parfois les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'ils vivent en collectivité. Ils sont propriétaires d'un lot privatif, mais ils doivent accepter de faire certains sacrifices à l'avantage de la collectivité. Et s'ils ne sont pas prêts à faire l'un ou l'autre sacrifice et à aller parquer leur voiture ailleurs que devant l'immeuble, il faut les inviter devant le juge de paix à aller s'acheter une petite villa 4 façades en campagne, loin d'une ferme où il y a des chiens qu'aboient, parce que sinon ils vont s'en plaindre également. Mais donc, parce que on a souvent des copropriétaires qui se plaignent en disant moi, je veux pas payer ceci, je veux pas payer cela, et tel voisin ou tel copropriétaire m'embête, mais ils oublient, je crois, l'essentiel, c'est que l'intérêt collectif, et ça transparaît dans la gestion de l'immeuble et dans toute une série de procédures judiciaires, doit à un certain moment pouvoir présider, et c'est bien au syndic de pouvoir le rappeler de temps en temps.
Madame, vous vouliez poser une question? Je voulais poser une question sur le sujet précédent. Vous avez parlé de plan d'appurement. Est-ce que ça aide? Et comment vous pratiquez ce genre de... C'est-à-dire, vous avez une banque Ça aide, oui, ça aide. Bon, après, un plan d'appurement, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, c'est forcément étalé dans le temps. Et donc, à mon niveau, je trouve que ça aide. Comment répondre à votre question? Donc, le syndic a réfléchi, par exemple avec l'Assemblée générale, à une procédure de recouvrement de charges qui, selon moi, doit toujours comporter une première phase amiable. Monsieur Lannoy le rappelait tout à l'heure, il ne faut pas éviter ou annihiler les relations humaines et les communications. Je crois vraiment que ça fonctionne de pouvoir prendre son téléphone, de prendre un mail ou de répondre en tant qu'avocat à la personne, d'essayer de comprendre où se situe le problème et de trouver une solution, d'avoir un accord. Et donc, on va avoir une première phase où les 1 000 euros vont être remboursés en 10 mois. La condition essentielle à fixer, selon moi, c'est pas de problème pour convenir de quelque chose par rapport à la dette au jour d'aujourd'hui, pour autant que, et à la condition sine qua non, que les nouvelles charges soient payées intégralement et dans les temps. Parce que sinon, c'est le serpent qui se mange la queue, et vous avez remboursé les 1 000 euros en 10 mois, et puis vous avez un nouveau 1 000 euros, un nouveau 2 000 euros qui est là. Mais donc, si vous arrivez à faire comprendre cela aux copropriétaires, et donc finalement, sans aucun paternalisme, un peu à le prendre par la main et à lui faire comprendre ce que ça coûte. Donc moi, je fais l'exercice, si on est dans des charges réelles par décompte trimestriel, de prendre les 4 derniers décomptes ou les 8 derniers décomptes, de les diviser par 4, par 8, on a une moyenne sur 1 ou sur 2 ans. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même quelque chose d'objectif. Et donc de dire, madame, monsieur, voilà, les charges que vous allez devoir payer, ça va approximativement tourner autour de ça. Si vous devez rembourser votre dette 200 euros en plus, est-ce que c'est jouable? Parce que moi, je leur dis toujours, vous ne devez pas, pour me faire plaisir au syndic ou faire plaisir à l'Assemblée générale, me promettre de rembourser vos 5 000 euros en 2 fois 2 500 euros. Si c'est pour 2 jours avant, dans le meilleur des cas, ou 10 jours après la première échéance, reprendre votre téléphone pour me dire que ce n'était pas possible, c'était trop, ou dans le pire des cas, que moi je constate que la promesse n'est pas respectée et finalement quand même aller devant le juge de paix. Donc il faut quelque chose de réaliste, mais pour répondre à votre question, oui, ça marche parce que très honnêtement... Ah non, bien évidemment que non. Il faut éviter de mettre les banques là-dedans parce que sinon ça va coûter de l'argent en plus. Les banques sont certainement utiles quand il faut financer des gros travaux ou des choses comme ça, mais non. Là, il faut avoir son propre tableau Excel ou le syndic là et vous faites ça vous-même. Non, il faut. Mais donc oui, ça marche parce que les dossiers au stade amiable, et ça peut être amiable encore chez l'avocat, donc c'est-à-dire avant que la procédure soit effectivement introduite, mais avec cette épée Damoclès qui est au-dessus de la tête du copropriétaire, très souvent, en fait, on clôture le dossier sans avoir introduit de procédure. Et dans le pire des cas, si en cours de plan amiable, le copropriétaire venait à ne pas respecter ses engagements, c'est un mauvais point pour lui quand vous allez devant le juge de paix. Madame Gallet, vous vouliez intervenir? Là, je vous voyais bouger. Au niveau des plans d'appurement, ça fonctionne, mais il faut aussi voir la situation de la copropriété et les travaux et l'urgence des travaux et l'existence ou non d'un fonds de réserve. Donc il faut toujours bien valider les plans d'appurement avec les syndics, de telle manière à ce que s'il y a des gros travaux à prévoir, on peut faire face aux travaux. S'il y a des fonds de réserve suffisants, on peut bien estimer le montant nécessaire, parce que dans certaines de mes copropriétés, les propriétaires ont proposé un plan d'appurement, mais qui ne tenait pas compte de l'urgence de certains travaux, et force est de constater que le montant proposé était beaucoup trop bas. Et donc c'est vrai que le plan d'appurement doit toujours vraiment être mis en lien avec les travaux à faire, l'urgence des travaux et l'existence ou non d'autres ressources financières de la copropriété pour pallier autant que le copropriétaire va mettre pour rembourser sa dette. Voilà. Ah oui, monsieur, encore sur le même sujet. Oui. Oui, j'entends la notion. Allez-y. Merci, monsieur. Merci à vous. J'entends la notion autres ressources financières. Souvent, donc, lorsqu'on fait un achat, on découvre dans le welcome pack du syndic, sans en être informé précisément, assez souvent, quelque chose qui s'appelle fonds
vous en avez parlé, fonds de réserve, c'est clair, c'est via le notaire, fonds de roulement, charge. Mais il y a une bête qui s'appelle fonds de roulement permanent. Et beaucoup de syndics jouent avec cela. J'ai l'impression que ce soit de l'argent mort, parce qu'il a mentionné qu'il faut payer une somme conséquente lors de l'achat qui est susceptible de vous être rendue lorsque vous vendez. Quelle est l'origine? À quoi ça sert? J'ai entendu ça pour la première fois la semaine passée d'un syndic qui me parlait d'un fonds de roulement permanent. Et effectivement, je suis tombée de ma chaise parce que pour moi, un fonds de roulement, c'est un fonds de roulement. On ne l'appelle pas permanent, non permanent. Un fonds de roulement, c'est défini par la loi et il n'en existe pas de toutes sortes. On n'en a pas des bleus, des roses, en fonction de l'utilité qu'on va en faire. Et ce syndic en question m'expliquait que quand le fonds de roulement n'était pas suffisant, pour faire comprendre aux copropriétaires qu'il fallait l'augmenter, eh ben on appelait un fonds de roulement permanent, qui était de toute façon un fonds de roulement, qui était remboursé quand les gens vendaient, mais qui permettait d'être appelé pour pallier au manque de provisions ou à l'insuffisance de fonds de roulement parce qu'un décompte trimestriel était trop important. Alors, un fonds de roulement permanent, ça n'existe pas. Vous mettez ça dans la colonne fonds de roulement. Ce que vous pouvez juste avoir dans certaines copropriétés, c'est un fonds créance douteuse ou un fonds qu'on crée pour pallier à la carence d'un copropriétaire. Et ça, c'est effectivement tout à fait différent d'un fonds de roulement ou d'un fonds de réserve. C'est un fonds qu'on appelle le temps que le propriétaire est en défaut et on le rembourse quand le propriétaire a tout payé. Mais ce fonds de roulement permanent, ça n'existe pas. Donc, soyons clairs et précis. On fait un achat. Donc, lorsqu'on fait un achat, ça affecte vraisemblablement nous tous. On trouve dans le welcome pack veuillez payer donc 1 000 €, j'arrondis, comme pour ce fonds de roulement permanent. On dit je ne paye pas, point. Parce qu'il est même écrit, on vous le rembourse. Un, c'est qu'ils ont. Deux, le syndic risque d'avoir changé au moment de votre vente. Donc c'est stipulé, on rembourse au moment de la vente. Il y a beaucoup de littérature vague aussi sur Google en la matière, donc fonds de roulement permanent. Donc ça c'est un tuyau formidable. On peut carrément dire, cher syndic, ça n'existe pas et je ne paye pas, point. Il n'y a qu'un fonds de roulement. Il y a un fonds de roulement, oui, lui, il est, voilà. Monsieur, le fonds de roulement, moi je dis autrement, je dis c'est un fonds de caisse. Le syndic qui doit assurer la gestion, il doit payer les factures. Que l'on fasse des décomptes trimestriels ou des appels de provision, si on ne s'en tient qu'aux provisions ou aux décomptes de charges qui sont faits à la fin de chaque trimestre, il ne termine pas son trimestre en pouvant payer tous les fournisseurs. Donc on recommande qu'il y ait, si je ne me trompe, 4,5 douzièmes du budget. C'est une évaluation. C'est une évaluation comme fonds de roulement. Et tous les propriétaires doivent y contribuer. Donc effectivement, quand vous achetez, mais ce n'est pas le fonds de roulement permanent, quand vous achetez, vous devez contribuer comme nouveau propriétaire dans ce fonds de roulement parce que la part du vendeur, on l'a remboursé et l'acquéreur doit venir compléter ce fonds de roulement. Que l'on change de syndic ou pas, ça ne change rien. C'est l'argent de la copropriété, ça figure dans les comptes de la copropriété. Et ça figure sur le compte en banque de la copropriété qui est, je vous dis, le fonds de caisse. Sinon, le syndic, au milieu du trimestre ou à la fin de chaque mois, il dira « je ne paye pas l'électricité » ou « je ne paye pas le nettoyage parce que je n'ai pas l'argent ». Mais je vous invite à venir acheter quelque chose chez nous. Mais oui, je payerai. Le syndic va vous inviter à payer trois choses. Fonds de réserve, mais c'est via le notaire. Fonds de roulement. Non. Oui. Et puis fonds de roulement permanent. Alors, je vais vous dire, le fonds de réserve, vous n'avez rien à... Alors, le fonds de réserve reste acquis à la copropriété quand on vend. Donc, le vendeur, s'il a dans le fonds de réserve une part j'invente de 10 000 €, le fonds de réserve reste, il n'est pas remboursé des 10 000 €, sauf s'il fait un accord avec l'acquéreur, mais un accord entre eux qui ne concerne pas la copropriété,
En d'autres termes, on augmente le prix de 10 000 €. Mais ça, c'est les accords entre eux, donc ça ne passe pas par le notaire, donc il n'y a pas à rembourser ou à payer un fonds de réserve, sauf si la copropriété, dans ses décisions, a pris l'option de dire tous les mois ou tous les trimestres, on fait un appel de fonds de réserve de X milliers d'euros et vous devrez contribuer comme nouveau propriétaire dans cet appel de fonds de réserve. Pour le fonds de roulement, quand vous entrez, on vous dira le fonds de roulement est de, j'invente, 50 000 €. Votre quote-part dans ce fonds de roulement est d'autant, et bien vous payerez autant. Alors, je rejoins Madame Gallet, fonds de roulement permanent ou fonds de roulement je ne sais pas quoi, il y a un fonds de roulement, point, c'est le fonds de caisse, c'est tout. Monsieur, vous vouliez intervenir? Oui. Je vais changer le sujet, je vais revenir sur le sujet que la dame qui était un membre du conseil de copropriété... Plus près du micro, oui, pardon, si vous voilà, je vais revenir sur le sujet de la dame qui était du conseil de copropriété qui est partie. Vous parliez effectivement de communication, des gens qui ne regardent pas les communications qu'on fait aux agences immobilières ou aux notaires dans le cadre de l'article 576, paragraphe 1. Vous entendez pas? Ah oui, pardon, voilà. Il faut vraiment parler devant le micro. Dessus, hein. Et donc, cette information que l'on donne en tant que syndic sont des informations importantes, d'accord, mais est-ce que le syndic ou un membre du conseil de copropriété est en droit d'attirer l'attention sur des problèmes dans une copropriété? Parce que, effectivement, le vendeur, lui, il vend peut-être parce qu'il y a des problèmes. Et effectivement, ça vaut quand même ce que la dame fait là. Moi, je pense que c'est dangereux, c'est sa responsabilité. Le vendeur risque de perdre la vente. Alors, elle n'est plus là. D'une surinformation. Elle n'est plus là, mais je n'avais pas le sentiment qu'elle donnait cette information au moment de la vente. Une fois que le propriétaire... Avant la vente. Mais elle donnait cette information une fois que la personne avait acheté. Donc, oui. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai compris, apparemment, mes acolytes. Parce qu'effectivement, le syndic n'est pas là pour dire « Ah, mais attention, ici, il n'y a personne qui paye ». Ou critiquer la vente, le vendeur pourrait lui reprocher de dénigrer la vente. Maintenant, un acheteur, s'il veut être vraiment bien comprendre ce qu'il achète, s'il lit les comptes, il devra voir s'il y a des problèmes dans la copropriété. S'il lit les PV des 3 dernières AG et qu'il s'interroge sur le bilan de la copropriété, il verra dans le bilan s'il y a un passif, si les copropriétaires sont en retard, quel est le montant par rapport au fonds de réserve et au fonds de roulement, voir si on a puisé dans le fonds de réserve, parce qu'entre la valeur comptable et la valeur du compte, s'il y a un grand différentiel. Je vais vous dire, je ne suis pas spécialiste de comptabilité de copropriété, mais il y a quelques éléments clés qui permettent de dire, ici, gestion pas terrible. Alors, ou bien vous négociez le prix à la baisse comme acheteur, en disant, voilà, moi je veux bien rentrer, mais je sais qu'il y a des problèmes, ou bien vous passez votre chemin et vous achetez autre chose. Mais, donc, je ne pense pas que la dame donnait l'info avant la vente. L'idée était, les gens arrivent et le conseil crée du lien avec ce nouveau propriétaire et vient lui dire finalement comment ça marche, qui fait quoi, voilà. Et je pense que cette option-là était plutôt acceptable. C'est de la bonne communication, ça. Voilà. Merci. Allez, écoutez, moi je voudrais, en tout cas, on reviendrait à vous. Moi, j'ai un cas pratique à vous poser. Alors, imaginez que je suis un copropriétaire comme vous, parce que je crois qu'il y en a beaucoup dans la salle. Eh bien, moi, je dois vous dire, j'ai un mauvais syndic. Oh, il est horrible. Il ne fait jamais ses décomptes, c'est rempli d'erreurs et tout. Ça ne va pas, je ne suis pas content. Alors, à la dernière Assemblée Générale, c'est vrai qu'ils l'ont reconduit encore. Bon, je ne sais rien faire. Et figurez-vous que quand je reçois son décompte de charge, eh bien, je ne suis pas d'accord et j'ai décidé, dans son décompte de charge, il y a des choses qui sont justes. D'accord, mais il y en a qui ne sont pas justes. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Vous me conseillez, je ne paye pas, je suppose. Je paye rien ou quoi? Alors, sûrement ne rien payer. Parce que, comme disait Maître Van Gils, dans les charges, même si les décomptes ne sont pas faits correctement, le syndic devra payer la prime d'assurance, le nettoyage, il y a une série de choses, de fournisseurs habituels, l'électricité des communs, et j'en passe. Donc, ne rien payer du tout, sûrement pas. Payez ce que vous estimez incontestablement dû. Ça, c'est la première des choses. Oh, alors, ça veut dire que j'accepte tout, quoi. Alors, on n'accepte pas tout parce qu'on paye une partie. Et il faut sans doute, soit dans votre virement, mettre paiement sous réserve,
ou parallèlement au paiement, écrire au syndic en disant voilà, je conteste vos comptes pour ceci et pour ça, et je paye tel montant et je conteste le reste. Donc ça, je crois que c'est la première suggestion à faire. Prendre contact avec le syndic, éventuellement fixer un rendez-vous, demander le copropriétaire. Il ne faut pas être commissaire aux comptes pour aller vérifier les pièces de la copropriété, les documents comptables. Donc ça vaut la peine. Parce que pourquoi est-ce que vous contestez? Vous dites que c'est pas juste. Non, non, c'est pas juste. Mais oui, mais c'est pas juste. Mais dire juste c'est pas juste. Si la discussion dégénère et que le syndic finit par dire, comme on dit, de donner le dossier à l'avocat, donc de demander à l'avocat d'intervenir et qu'on se retrouve devant le juge de paix, vous devrez vous expliquer, si vous contestez, sur les motifs de votre contestation. Oui, mais monsieur le juge de paix sera plus à l'écoute de me dire que si c'est pas juste. Vous ne croyez pas que le juge de paix, non? Il ne fait pas les comptes. Ça, et si vous insistez tellement en disant que c'est pas juste et qu'il a le sentiment qu'il veut quand même vous entendre, il va désigner un expert et il va vous dire ça coûte très cher. Qui coûte très cher parce qu'il va vous dire monsieur, c'est vous qui provisionnez l'expert et la provision d'expertise. Je pense que si on dit 1 000 euros, voilà, une expertise judiciaire, c'est long, c'est coûteux, etc. Donc, s'il pense qu'il faut recommencer par le début, si vous contestez, expliquez pourquoi vous contestez. Quand vous expliquez pourquoi vous contestez, si vous répondez au syndic ou à l'avocat, moi comme avocat, quand je reçois en disant « vous m'avez mis en demeure, mais je conteste pour ceci et pour ça », je peux interroger le syndic en disant « mais voilà, on conteste ceci, il me dit qu'il vous a déjà écrit, vrai, pas vrai ». Si vous a écrit, est-ce que vous avez répondu? Oui, non. Si on n'a pas encore répondu, c'est le moment de venir expliquer, et donc là, comme disait Maître Van Gils, de donner peut-être une explication qui n'est pas apparue. Bon, alors, une autre solution, parce que moi, j'ai pas beaucoup de temps. Hein. Tout ce que vous me dites là, écrire, etc., moi, ça me convient pas trop. Hein. Je vais à l'Assemblée générale. Je vais m'exprimer à l'Assemblée générale, et à l'Assemblée générale, je dis ce que je pense. C'est bon. Alors, vous pouvez dire ce que vous pensez, mais c'est quand même la règle de la majorité qui va s'appliquer. Donc, je vais vous dire, à l'Assemblée générale, si vous n'avez pas envie qu'elle dure jusqu'à minuit, le but n'est pas de commencer, vous avez déjà été tous à une Assemblée générale, c'est pas là qu'on commence à dépioter les comptes. Donc, de nouveau... Mais ça sert à quoi, alors, l'Assemblée générale? C'est pas pour les comptes. L'Assemblée générale, elle prend des décisions à des majorités que la loi définit. Le point de l'approbation des comptes est inscrit. On va peut-être vous écouter parce que les gens sont polis et on va vous laisser. Mais si tout le monde vient avec son petit décompte, on ne va pas en sortir. Donc, je ne peux que vous encourager à écrire avant. Et l'Assemblée générale, ou bien il y a d'autres propriétaires qui seront dans le même cas que vous. Et donc, effectivement, il y a vraiment un problème dans les comptes et la majorité va refuser de les approuver. Mais si vous êtes isolé et que vous n'êtes pas plus explicite, elle va approuver. Et si les comptes sont approuvés, vous n'aurez plus que comme seule solution d'agir en annulation devant le juge de paix. Si les comptes sont approuvés de manière définitive, il n'y a plus de contestation possible et si vous venez après, vous risquez de vous heurter à la décision de l'AG. Enfin, madame l'avocat, vous savez fort bien, donc vous n'avez pas l'air de répondre à mes questions. Non, je suis désolé. Je vais chez un autre avocat, Maître Van Gils. Maître Van Gils, le problème est le suivant. Vous l'avez tout à fait oublié. Le problème, c'est que les statuts sont faux, maître. Et les statuts, tous mes décomptes sont faits en fonction des statuts. Ça va pas, quoi. Donc, alors, moi, je suis pas d'accord. Parce que c'est pas juste. Les codes-parts sont pas... Enfin, les codes-parts, quotité, c'est pas juste. Je vous le dis que c'est pas juste. J'ai été chez Maître Mostin, elle m'a pas écouté, elle m'a fait que me dire que je dois écrire. Pour moi, je ne vais même pas écrire parce que les statuts ne sont pas bons. Pourtant, il faut appliquer les statuts dans leur version actuelle. Et le code mais enfin, c'est pas coulé dans... C'est pas éternel, quand même. Non, et le Code civil vous offre alors la possibilité de... Soit d'abord préalable à l'Assemblée générale, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est pas le syndic qui décide et c'est pas le tribunal, c'est avant tout l'Assemblée générale. Et donc on présente d'abord sa proposition à l'Assemblée générale. Et si l'Assemblée générale refuse pour l'un ou l'autre motif que vous estimez pas opportun, vous avez différentes procédures pour pouvoir modifier, notamment le mode de répartition des charges de copropriété. Oui, mais tout ça, je vais avoir besoin d'autres copropriétaires. Mais il faut assumer ces contestations, monsieur le copropriétaire. Oh, oui, mais ça va être dur, quoi, parce qu'ils sont tous un clan, parce qu'ils font des clans dans ma copropriété. Donc, comment est-ce que je peux refaire? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une action? Est-ce que je ne peux pas réformer ces codes-parts? Est-ce que je peux pas... Il n'y a pas quelque chose qui existe, là? Il n'y a pas une procédure ou...
Si, mais il faudra remplir les conditions légales et vous n'allez peut-être pas pouvoir partir tout seul. Et à mon sens, devant le juge de paix, si vous contestez des charges en invoquant que les statuts sont aujourd'hui appliqués, mais que vous voulez que ce soit des statuts dans leur version de demain qui vous soient appliqués, vous allez droit dans le mur. Et pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Maître Mostin, au risque de vous voir partir vers un troisième avocat ou vers un syndic, ce qu'il faut comprendre quand on parle de charges de copropriété, 1 000 €, ce n'est pas simplement 1 000 €. Il y a un peu d'honoraires du syndic, il y a un peu d'honoraires de l'avocat, il y a un peu de frais de chauffage, il y a un peu de prime d'assurance. Et donc c'est en décortiquant les 1 000 €, ça correspond à quoi ces 1 000 €? Aux 2 derniers décomptes trimestriels. Et dans les décomptes trimestriels, qu'est-ce que vous contestez? Ah oui, mais moi je paye rien parce qu'on a fait des travaux que je ne voulais pas faire. Ok, mais alors regardons ensemble, d'abord dans les 1 000 €, qu'est-ce que correspond aux travaux pour vous, hein. Donc c'est des travaux de 5 000 €, mais on a appliqué uniquement vos quotités, et donc pour vous ça représente 300 €. Ok, donc on va déjà isoler ça. Oui, mais je conteste aussi la firme de nettoyage parce que on les paye, mais ils viennent jamais. Ok. Ça je vous ai pas dit, hein. Ça, quoi, c'est vrai? Vous avez vu ça à travers les pièces? Oui, on a pu voir qu'ils venaient pas souvent. Vous allez plus vite que moi, hein, ça. Et pourtant ça coûte 150 €. Et donc vous, ça vous coûte 25. Et donc on isole comme ça un incontestablement dû, et vous serez beaucoup plus percutant devant le syndic, devant l'avocat et dans le pire des cas devant le juge, si vous épinglez ce que vous contestez et que vous en donnez les motifs, que plutôt de tout contester, alors que finalement il n'y a que 25 € que vous contestez vraiment. Ça ne me suffit pas encore. Je suis désolé, maître, ça ne me suffit pas encore. Moi, je vais aller voir le syndic. D'ailleurs, je vais aller lui demander toute la comptabilité. Je vais aller le voir. D'ailleurs, Madame Gallet, je viens chez vous. Écoutez, ça ne va pas. Les 2 conseils que lui m'ont été, ce n'est pas ça. Mes comptes ne sont pas justes. Et moi, je veux tout voir. Mais je suis désolé, moi, comme je vous ai dit, j'ai un emploi du temps excessivement important. Je suis disponible qu'après 21 h. Donc, je viendrai voir les comptes après 21 h. Je suppose que ça ne vous pose pas de problème. Mais si on a un syndic prudent, ce que je suis, j'ai mis dans mon contrat que les documents ne pouvaient être consultés en nos bureaux que pendant les heures d'ouverture. Et donc, moi, je travaille. Oui, mais un syndic travaille aussi. Pour les propriétaires, comme ça, vous le savez, on n'attend pas la réunion au soir. On est le matin à pied d'œuvre pour régler tous les problèmes de chauffage, d'ascenseur, faire les comptes, préparer les assemblées générales, et on travaille aussi le soir en assemblée générale. Et donc effectivement, généralement dans les contrats de syndic, vous avez des heures où vous pouvez consulter les documents comptables, et du coup c'est pendant les heures de bureau avec le syndic, et on va faire le travail de vérification des factures pour vous montrer que c'est normal que vous payez les charges parce qu'elles sont réellement dues, et que il va falloir les payer d'une manière ou d'une autre parce que c'est bien fait. Est-ce qu'on peut parler un peu de transparence entre syndic et copropriétaire? Fréquemment, dès qu'il y a un problème de confusion dans les décomptes, on a tendance à obtenir cette information, et on est bien au courant que certains copropriétaires ne parviennent pas à établir ce contact et venir consulter les comptes ou venir... voilà. Alors, d'un point de vue légal, Maître Mostin, vous pourriez vous rappeler, parce que je crois que vous l'avez souligné, vous avez dit tout le monde peut venir consulter les comptes, le conseil des copropriétés, et fréquemment, je crois, est-ce que vous pourriez clarifier un peu, rappeler un peu ce principe? Et la loi prévoit expressément, dans l'article 577-8, paragraphe 4, définit toutes les missions du syndic, et dans celle-là, qu'il doit donner accès aux documents de la copropriété, à l'exception des documents privés. Donc la comptabilité fait incontestablement partie des documents que n'importe quel propriétaire peut venir consulter. Parfois, on entend certains qui disent qu'il n'y a que le commissaire aux comptes. C'est inexact. Oui, le commissaire aux comptes, ça fait partie de sa mission, mais donc un propriétaire peut demander la consultation des pièces, suivant les modalités prévues par la copropriété. Et donc, Madame Gallet disait, moi, dans mon contrat, je prévois de quelle manière on peut venir consulter. C'est en prenant rendez-vous dans les heures de bureau, ce qui me paraît assez logique. Et si on a une contestation, on met en œuvre les moyens utiles pour arriver à ses fins. Donc, vous devrez peut-être prendre congé pour venir consulter les comptes et avoir toutes les informations utiles pour répondre à vos questions. Et le syndic, s'il fixe rendez-vous,
Alors, ça dépend un peu. Si vous êtes un habitué de la consultation des comptes et que ça fait la 25e fois sur le mois que vous voulez venir, peut-être qu'il vous dira « je vous les mets les pièces là », mais s'il y a le contact qui est noué, le premier rendez-vous, hein, Madame Gallet le disait, on verra à ce qu'il y ait quelqu'un qui puisse répondre à vos questions. Il y a monsieur qui voudrait poser une question. On n'entend pas ici, monsieur, sans micro. Dans une copropriété. Plus près, plus près, plus près. Quels peuvent être, je vais l'avaler, quels peuvent être dans une copropriété les documents privés qu'on ne peut pas consulter? Alors, moi, je vais vous dire, le législateur n'a pas défini. Ce qui fait souvent débat, c'est le courrier qui est échangé entre le syndic et l'avocat. Si vous êtes le copropriétaire qui conteste et avec lequel on est en litige, le syndic ne va pas vous permettre d'avoir accès aux échanges qu'il y a eu avec l'avocat qui a peut-être donné des conseils qu'on ne va pas donner à son adversaire. Si un propriétaire a écrit ou fait état de problèmes personnels, je pense que ça, c'est les documents privés. Mais toute la gestion comptable, les factures, les extraits de compte, pour moi, si on vérifie la comptabilité et qu'on veut voir les mouvements sur le compte et que on craint souvent que le syndic, c'est un peu ce qui court, la comptabilité est mal faite, donc il a puisé dans la caisse. Je trouve que c'est un amalgame qui est à contester. C'est pas parce qu'il y a une erreur dans les comptes qu'on a puisé dans la caisse, mais si on veut contrôler les mouvements, les extraits de compte sont mis à disposition. Oui. Et monsieur sans micro. Tout près, tout près, tout près. Les extraits de compte des copropriétaires. Il y a le numéro de compte du copropriétaire. Je sais que vous avez posé la question oui, déjà et à mes collègues. Pour être certain. Mais ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas... Oui, votre question était, est-ce que le commissaire aux comptes peut voir le numéro de compte du copropriétaire parce qu'il a fait un paiement? Alors, je vais vous dire, je ne vois pas comment on peut contrôler une comptabilité sans vérifier les extraits de compte. Maintenant, il faut éviter qu'effectivement, le propriétaire qui vient consulter note le numéro de compte. Mais je vais vous dire, de vous à moi, qu'est-ce qu'il va en faire? Je sais que c'est des éléments de la vie privée, mais avec un numéro de compte, à part payer sur le compte, et celui qui veut l'utiliser pour le débiter, il n'y a que le titulaire du compte. Donc je pense que l'enjeu est assez limité. Vous confirmez tout à fait ce que je pensais. Mais donc, pour vérifier une comptabilité, je me retourne vers les autres, je ne vois pas comment on peut faire sans avoir accès aux extraits de compte de la copropriété. Voilà, sinon c'est pas possible. Écoutez, maître, j'ai encore un autre problème. Mais maintenant, je dois vous signaler, dans ma copropriété, bon, j'ai déjà parlé, le syndic, c'est pas terrible non plus, mais enfin, les membres du conseil des copropriétés, c'est pas terrible non plus. Personne n'est terrible. Et mon voisin, il n'est pas terrible du tout parce que, figurez-vous, il est en défaut de paiement depuis toujours. Il n'a jamais payé ses charges, quoi. Et maintenant, j'ai appris qu'il allait vendre, quoi. Alors, quels sont les droits de la copropriété? Est-ce que je peux espérer obtenir un peu de sous un jour? Enfin, moi, est-ce qu'il pourrait pas me payer à moi? Enfin, non, voilà. Non, mais vraiment, je suis vraiment dans les ennuis, là. Alors, vous personnellement, directement, n'êtes pas dans les ennuis, c'est pas à vous qui va payer, c'est à la copropriété qui doit des sous. En cas de vente, le législateur a mis en place deux mécanismes. Un qui est plus ancien et un nouveau. Le mécanisme qui était mis en place, qui est toujours en place, c'est que quand le notaire vend, le notaire intervient et va passer la vente, il va écrire au syndic pour lui demander les informations financières. Et à ce moment-là, le syndic va répondre, donner toutes les informations financières et notamment indiquer que votre voisin est en retard de paiement de X montant. Le notaire, quand il passe l'acte, si on lui dit, ben voilà, il doit 5 000 €, il doit retenir sur le prix de vente les 5 000 €. Et soit votre voisin conteste les charges et le législateur... Une mauvaise foi, crasse. Bon, de deux choses l'une. Ou bien il conteste, la copropriété devra alors faire une saisie conservatoire sur le compte s'il n'y a pas encore eu de procédure. On va le mettre en prison? Non. On ne va plus en prison pour dette depuis très longtemps. Donc sauf les pensions alimentaires, mais c'est un régime tout à fait spécial. Mais donc, on ne va pas en prison. Donc, le notaire retient. S'il n'y a pas de contestation au bout du délai de 20 jours ouvrables, il paye au syndic et c'est réglé. S'il y a contestation dans les 20 jours ouvrables, il faut faire une saisie conservatoire. Et puis, si la contestation persiste, il faudra bien faire la procédure devant le juge de paix.
Le législateur a ajouté un deuxième mécanisme qui est le privilège en faveur de l'association des copropriétaires. Donc si on vend l'immeuble, parce qu'effectivement le notaire va retenir les 5 000 € pour autant qu'il n'y ait pas un créancier hypothécaire, le fisc, etc. qui était présent. Et donc jusqu'en 2019, effectivement, s'il y avait d'autres créanciers privilégiés, la copropriété risquait de ne pas retrouver ses billes. Le législateur a instauré ce privilège qui fait que si effectivement votre voisin est très endetté et qu'il a une grosse créance hypothécaire parce qu'en fait il a acheté il y a 6 mois et qu'il est déjà en retard de paiement et qu'il revend parce qu'il se rend compte que normalement le créancier hypothécaire passait devant. Avec le privilège, ce n'est plus le cas. Donc la copropriété va pouvoir être payée pour les charges de l'année en cours et de l'année précédente. Donc je pourrais acheter son appartement, en fait c'est ça que je visais, quoi, uniquement. S'il est d'accord de vous le vendre, si on vend de gré à gré, mais on choisit son acheteur. Hein. Donc si vous l'avez enquiquiné par le passé ou que vos relations étaient compliquées, il n'aura peut-être pas envie de vous vendre. Voilà. Alors, écoutez, moi aussi, je suis encore... voilà, maintenant, je deviens un peu copropriétaire. Figurez-vous, Madame Gallet, moi, lors de la dernière Assemblée Générale, là, je crois que vous avez essayé de nous embrouiller. Parce que vous avez parlé des choses qui sont actives et des choses qui dorment, des choses passives, avec un tableau, là. Alors, vous ne pourriez pas me réexpliquer un peu? C'est un document, on appelle bilan. Alors, moi, je crois que c'était mon bilan de santé, etc., le bilan. Mais bon, est-ce que vous pourriez avoir... Mais alors... Je sais que vous allez le faire. Hein. Expliquez en 3-4 minutes comment comprendre un bilan financier de copropriété. Pourriez-vous le faire? Oui. Vous allez le faire? On va le faire. Faites-le. Donc pour les copropriétaires, vous savez que chaque fois qu'on fait un décompte, vous recevez un bilan. Et dans le bilan, vous avez tout ce que la copropriété a et tout ce que la copropriété doit. Alors le bilan se décompose en 2 colonnes, l'actif et le passif. Le passif représentant toutes les ressources de la copropriété avec le fonds de roulement, le fonds de réserve et les utilisations qui sont faites, donc tout ce qui est le poste fournisseur. À côté de ça, vous avez l'actif qui sont les dettes que les copropriétaires ont envers la copropriété, le poste client et puis à l'actif, vous aviez aussi tous les postes de trésorerie avec les différents comptes en banque. Et puis, il se cache parfois des choses obscures dans les bilans que les copropriétaires ne voient pas, ne lisent pas ou ne veulent pas comprendre, qui sont ce qu'on peut appeler des comptes d'attente, des comptes de sinistre, des comptes de stock, des comptes de créances. Et là, le copropriétaire, généralement, il est un peu perdu. Alors, de manière générale, gardez en tête, tout ce qui est au passif, c'est bien, tout ce qui est à l'actif, c'est mauvais. Donc, si vous avez un compte sinistre à l'actif, d'une manière ou d'une autre, vous allez devoir le payer. Alors, soit c'est parce que, par exemple, un compte de sinistre qui se retrouverait à l'actif, c'est parce que l'assurance n'a pas payé l'entièreté du sinistre, auquel cas, la fin du sinistre doit être remise dans vos charges. Donc, c'est quelque chose que vous devriez payer. Et donc, c'est une mauvaise chose, entre guillemets, pour votre trésorerie. Et très souvent, les copropriétaires, quand ils voient un bilan, ils ne le comprennent pas. Et ils ne regardent finalement que les postes fonds de réserve pour savoir ce qu'ils ont dans le fonds de réserve en oubliant tous les postes à côté. Alors par exemple, aussi au passif, vous pourriez avoir un poste qui s'appelle prime, une prime que vous auriez reçue pour des travaux et on aurait créé ce poste dans le bilan en attente de l'affectation que les propriétaires voudraient en faire, en augmentation du fonds de réserve ou en déduction de vos prochaines charges. Et donc c'est vrai que le copropriétaire doit vraiment faire attention au bilan, à ce qui s'y cache et aller chercher l'information qu'on peut trouver. Une autre information qui doit interpeller les propriétaires, c'est quand vous avez la dette des clients qui est supérieure à votre fonds de roulement. Mais dans ces cas-là, vous pouvez vous dire que ça va mal. C'est pas une bonne chose. Ça veut dire que les fonds que vous avez appelés sont pas suffisants. Puis vous avez aussi généralement dans les bilans de copropriété, vous voyez le total des charges qui sont réparties. Si la dette des clients est supérieure aux charges qui sont réparties, vous devez vous dire qu'à un moment donné, il doit avoir une dette quelque part. Et donc, à ce moment-là, demandez au syndic d'avoir le détail des dettes. Ça peut vous aider aussi à savoir qui est en défaut de paiement. Donc, si je peux donner un conseil aux propriétaires, lisez les bilans et posez des questions. C'est vraiment essentiel.
tout se trouve dans les bilans. C'est vraiment ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, et ça donne vraiment une image de votre patrimoine, de la situation financière de votre copropriété, et c'est pas un document à sous-estimer. Alors moi j'ai envie de faire un sondage là maintenant. Attendez monsieur, j'ai envie de faire un sondage là sur le champ. Moi j'aime bien comme ça des trucs, etc. Qui de l'assistance dispose et a une bonne compréhension des bilans financiers de copropriété? Qui dit oui? Qui a une bonne connaissance, qui perçoit bien le fonctionnement et qui perçoit bien la pertinence d'un bilan de copropriété? Une personne. Qui dit oui? Et qui dit non? C'est mitigé. C'est très mitigé. Donc voilà. Donc je crois qu'on a encore un tout gros effort à faire. Hein. Oui, dis-moi. Moi, pour rebondir sur ce que dit Sandrine Gallet, je pense qu'il y a une ambiguïté pour l'avocat que j'étais. Parce qu'on dit, oui, ce qu'on a, c'est au passif. Alors moi, le passif, c'est les dettes. Hein. Donc pour moi... Mais oui. Et donc je pense que ça va même plus loin. Alors je sais maintenant que c'est pas le cas parce que c'est le bilan, c'est pas ma situation à moi, c'est la situation de la copropriété, c'est mon rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est au passif, parce que si on dissout la copropriété, ce qu'il y a dans le fonds de réserve, ça va me revenir. Mais moi je me suis toujours dit pourquoi est-ce qu'on appelle le passif alors que c'est ce qu'on a. Mais parce que quand on dit que le passif c'est ce qu'on a, mais finalement ce qu'on a réellement, ce qu'on a en caisse finalement, c'est notre fonds de roulement, notre fonds de réserve, moins les dettes qu'on a envers les fournisseurs. Et c'est vrai que généralement les copropriétaires ont du mal à comprendre. Alors c'est pour ça que il faut éviter quand on parle de copropriété d'essayer de rattacher ça à la comptabilité d'une société, pour les propriétaires en tout cas, et de retenir en gros au passif c'est du positif. Les postes d'actifs, c'est plutôt négatif, hormis ce qu'il y a sur les comptes en banque qui reflètent la valeur de trésorerie que la copropriété a. Mais je peux comprendre qu'effectivement, c'est pas toujours clair. Bien. Eh bien, écoutez, je regarde un peu à l'assistance. Oui, monsieur, je vous en prie, une question. Ce qu'on trouve maintenant, c'est moderne, compte de résultat ou résultat dans les bilans de copropriété. Non. En fait, c'est pas qu'on a un poste compte de résultat, c'est qu'à un moment donné, dans certains logiciels comptables, étant donné que le syndic utilise essentiellement des comptes de classe 6 et de classe 7, qui sont des comptes de classe de résultat, le logiciel, à un moment donné, quand il fait le décompte, à ce moment-là, le mot compte de résultat peut apparaître, et parfois, dans certains logiciels, c'est arrondi du résultat ou des choses comme ça. Mais normalement, au niveau du compte de résultat, on ne l'utilise pas en copropriété. Pendant l'exercice, mais après, on le solde. Il disparaît. Il y a une question. Je dis donc que le compte de résultat existe, pardon, oui, je vais l'avaler hein, comme monsieur. Le compte de résultat existe pendant tout l'exercice. Et avant la clôture, si vous avez un bilan avant clôture, effectivement, vous voyez ce compte de résultat. En fait, ce sont les charges à répartir. C'est ça. Ce sont les charges à répartir. Et une fois que vous les répartissez, ce compte de résultat disparaît. Il reste peut-être 2 centimes de... C'est arrondi, compte de résultat. Ce sont les 2 centimes d'arrondi, parce qu'en partageant tout cela en quantité, ça ne tombe pas toujours tout juste, et donc il y a toujours un arrondi. Voilà la réponse. Merci beaucoup de cette précision. Alors, oui, Madame Masson, qui est syndic d'ailleurs. Est-ce qu'on peut aborder un peu le point des ventes forcées? Dans quel cas on y arrive? Dans des mauvais cas, parce que c'est la toute fin de la procédure de saisie-exécution immobilière, donc, où on arrive jusqu'au terme de cette procédure qui est la vente publique. Donc faisons un petit retour en arrière d'abord. Mon plan amiable n'a pas fonctionné, on a été devant le juge de paix, on a un jugement qu'on appelle dans le cadre du droit des saisies un titre. Et donc en vertu de ce titre, on peut, donc un jugement c'est quoi? Ça va condamner le copropriétaire à payer à la copropriété 5 000 € d'arriéré de charges de copropriété. C'est très bien, mais ce n'est qu'un bout de papier et il y a encore au moins la moitié du chemin à faire dans certains cas. Et donc, avec ce titre, et en concertation alors avec l'huissier de justice qui collabore avec l'avocat et avec le syndic,
on réfléchit à introduire une procédure de saisie exécution. Et là, on a différentes possibilités, hein, et je reviendrai à votre question à la fin. Mais si on a une créance de 1 000 €, on pourrait choisir de ne pas forcément faire une saisie exécution immobilière qui va prendre du temps et qui va coûter plus cher, en tout cas en provision à la copropriété. Vous êtes presque certain ou plus certain que dans d'autres procédures du résultat à la fin, parce que le patrimoine du copropriétaire, il est propriétaire au moins de son lot, donc vous savez au moins que son patrimoine est constitué de quelque chose. Mais peut-être que pour 1 000 €, votre huissier de justice, parce que c'est vraiment eux qui ont la main, ce sont, avant même l'avocat, eux les professionnels de la saisie, c'est eux qui mettent les mains dans le cambouis. Il va vous conseiller de faire une saisie exécution mobilière en menaçant de saisir la voiture et la télévision, et on sait que ça peut faire peur et donc que ça amène le copropriétaire à faire quelque chose. On peut aller vers une saisie arrêt, saisie exécution bancaire. Donc on sait qu'il a un compte en banque parce qu'il a pendant un temps payé des charges avec. Donc on a son numéro de compte. Donc on va aller faire une saisie au sein d'une institution bancaire, ou bien on peut se retourner vers son employeur et faire une saisie sur salaire. À mon niveau, le conseil que je donne, c'est que dès que la dette quand même prend des proportions, et il ne faut pas forcément parler de 10 000 €, on va aller vers une saisie exécution immobilière, parce que là on sait vers quoi on va. Et donc la saisie exécution immobilière, et je vous passe les différentes étapes, mais à la fin du processus, c'est ça l'objectif, c'est de, avec alors l'aide d'un notaire qui va être désigné, procéder à la vente publique du lot. Et puis il va y avoir un prix qu'on va obtenir, donc le plus offrant va devenir acquéreur, et on va répartir ce prix. Et on espère à ce moment-là que la copropriété, grâce notamment au privilège qu'évoquait Maître Mostin, pourra obtenir le paiement de l'intégralité des charges en principal, et si on en sait à ce stade-là, en accessoire, c'est-à-dire les frais de saisie que vous avez avancés. Et ça, c'est un des inconvénients de la saisie exécution immobilière, c'est qu'il faut que la copropriété ait quelques réserves, parce qu'il faut certainement annoncer 5 000 € avec les honoraires du notaire si on va en bout de course. Moi, je suis peut-être, mais c'est l'expérience plus longue. Je dois avouer que je ne privilégie plus jamais des saisies mobilières, parce que, alors, si vous avez de deux choses l'une, ou bien le débiteur qui est condamné paye ses termes et délais, mais s'il ne respecte pas et que vous faites signifier votre jugement, c'est la communication officielle avec un commandement l'invitant à payer qui ne bouge toujours pas, je ne suis pas sûre que la saisie immobilière soit encore très efficace à mon niveau, et que tant qu'à faire, autant faire la pression maximum. Parce que je pense que c'est important, vous avez le jugement, on le fait signifier, donc il reçoit un premier acte d'huissier. Si vous devez faire une saisie immobilière, il faut faire d'abord ce qu'on appelle un commandement immobilier. Hein, déjà, ça marque l'imagination parce qu'on voit déjà dans l'acte. Alors, je sais que la rédaction de ces actes est parfois difficile à comprendre, mais si on lit, on voit bien que c'est l'immeuble et l'appartement qui est déjà décrit. Et puis, on fait la saisie immobilière et où on dit, ben voilà, si vous ne payez pas, on va vendre votre appartement. Et je vois quand même qu'au niveau de ces actes, ça fait réagir le débiteur plus qu'une saisie immobilière qui est une saisie pression. Je dirais, j'ai 32 ans de barreau. Si dans les 10 premières années, j'ai fait des saisies immobilières, aujourd'hui, mon huissier me dit systématiquement que mettre en vente le mobilier couvre à peine les frais de mise en vente. Donc, tout ça est exposé à mes yeux pour rien, et tant qu'à devoir faire des frais, parce que si vous faites votre saisie immobilière et qu'elle n'est pas efficace, vous allez quand même retourner vers la saisie immobilière. Alors, c'est vrai que pour 1 000 €, on peut se poser la question, mais notre privilège, rappelez-vous, c'est l'année en cours et l'année passée. Donc si j'attends et que finalement j'ai un débiteur qui est en mauvaise posture et qu'il ne réagit pas, il n'a pas déjà réagi au rappel du syndic, et puis à la mise en demeure de l'avocat, et puis aux termes et délais que le juge de paix lui a accordé, je pense qu'on est déjà très loin. Et alors, donc, jugement, signification, commandement immobilier, saisie immobilière, tout ça, parce qu'il faut commander un extrait cadastral, un certificat hypothécaire, pour arriver à la saisie immobilière, entre le moment où je vais à l'audience et où les faits, il se passe en moyenne 6 mois. Et puis,
une fois que les pièces me reviennent de chez l'huissier, tous ces actes, je dois rédiger une requête, déposer au tribunal, et le juge des saisies nomme le notaire qui, lui, a encore 6 mois pour mettre en vente. Et certains notaires, alors ça dépend, font œuvre utile à ce stade-là, prennent contact avec le débiteur, parce que demande est-ce que vous avez les coordonnées, le convoquent et lui disent encore, mon ami, c'est le moment, parce que si tu ne bouges pas, je suis chargé de mettre en vente. Et donc, les dossiers bougent encore à ce stade-là. Moi, j'ai vu des débiteurs payer la veille du jour de la séance de vente publique, se rendant compte tout d'un coup que... Bon, alors ça leur coûte très cher, mais en attendant, le but est atteint. Donc je suis moi beaucoup plus radicale, mais sachant qu'effectivement, je ne vais pas nécessairement aller jusqu'à la mise en vente publique du bien. Mais à un moment donné, je trouve qu'ils sont convoqués par citation chez le juge de paix. Ils reçoivent le jugement par huissier, puis ils ont un commandement, les alertes rouges, elles tournent autour, et qu'à un moment donné, parce que votre dette est de 1 000 € au moment où vous êtes passé, mais en attendant, les décomptes continuent à tomber, et donc il faut, à mon avis, être vigilant avec notre privilège limité. Si on veut être efficace, à mon avis, je privilégie, moi, sauf si on me dit, parce qu'on sait qu'il y a un emploi ou un locataire, mais si je fais une saisie entre les mains du locataire, est-ce qu'il va comprendre ce qu'on lui veut? Donc, voilà, je trouve que ce qui est devenu le plus efficace, c'est ça, même si c'est un peu un bazooka pour tuer une mouche, si c'est 1 000 €, mais au moins ça fait réagir. Je suis copropriétaire et j'aurais voulu savoir... Plus près du micro, madame. Je suis copropriétaire et je voulais savoir si le syndic est en possession, par obligation légale, de l'acte de base ou pas. Alors, la loi ne dit pas que le syndic est en possession de l'acte de base. Je vais vous dire, les archives de la copropriété doivent être en principe conservées et passées de syndic en syndic. Donc, normalement, quand l'acte de base est fait et qu'on vient de construire un immeuble, dans les statuts, il y a le premier syndic qui est nommé, le promoteur qui va passer l'acte de base devrait le remettre au syndic. Mais il arrive qu'au fil de la vie de la copropriété, de gestion moins optimale, si vous avez un syndic par exemple qui tombe en faillite et que les pièces ont disparu, qu'on n'ait plus cet acte de base. Mais il est toujours possible soit de le demander au notaire qui a fait l'acte, et il y a bien quelqu'un dans les propriétaires qui ont acheté et qui en a une copie. Donc, c'est un peu, je dirais, se serrer les coudes et veiller à ce que le syndic, si vraiment on n'a plus rien, on peut retourner chez le notaire, lui en demander une copie qui vous la délivrera payante ou non, ou au pire, à la conservation des hypothèques où les actes sont transcrits. Donc, il est toujours possible de retrouver l'acte initial. Écoutez, moi, je reviens encore, parce que vous savez, je suis un copropriété difficile et tout et tout. Madame Gallet, figurez-vous que je reviens du Canada. J'ai passé 15 jours là-bas et j'ai rencontré des copropriétaires. Ils m'ont dit, nous, les problèmes, ils sont résolus. C'est très simple. Un copropriétaire qui ne paye pas n'a pas droit de vote à l'Assemblée générale. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, Madame Gallet, lors de la prochaine Assemblée générale, vous mettez ça à l'ordre du jour, on fait voter ça, et puis c'est résolu, quoi. Seuls les propriétaires qui sont en ordre de paiement, pourront participer au vote. On peut faire ça? C'est pas prévu par la loi, donc non. Chaque personne a droit à voter en Belgique, qui paye ou qui paye pas. Et j'ai même des propriétaires qui payent pas et qui votent des gros travaux. Donc... Effectivement, la loi est ainsi faite et ça ne changera pas. Par contre, si on veut éviter que des propriétaires aient des grosses dettes et que ça soit assez compliqué à gérer quand on fait des travaux, parce que généralement les grosses dettes arrivent quand il y a beaucoup de travaux, j'insiste énormément pour que les propriétaires en assemblée générale votent des fonds de réserve. Je pense que c'est essentiel et ça évite pas mal de difficultés. Mais si on ne paye pas, on peut voter et on peut même voter des travaux et on peut même les demander à l'Assemblée générale et on peut même pousser pour que les travaux soient faits, même si on sait pertinemment qu'on ne sera pas les payer. Maître Van Guy, sur le plan du droit, voilà. Mais dans un cas comme ça, vous pouvez être sûr que l'avocat que je suis en tirera argument du vote favorable à l'Assemblée générale devant le juge de paix et sans vouloir préjuger, ça fera mouche. Parce que si quelqu'un pousse pour des travaux, les recommande, vote, ne conteste pas la décision dans les 4 mois, il n'a aucun motif valable
que pour les contester. Et donc, j'en reviens toujours à un peu décomposer la dette et essayer de comprendre ce que c'est, ce qu'il y a derrière, parce que finalement, un euro de charge que vous appelez un copropriétaire, c'est un euro qui est dû aux différents fournisseurs, ce n'est rien d'autre. Et cet euro qui est dû aux différents fournisseurs, il est dû soit parce que le syndic a le pouvoir de l'engager en vertu du Code civil, soit parce que l'Assemblée générale l'a décidé. Et donc ça vaut la peine d'aller regarder de manière plus près. Pourquoi ? Pour être le... Moi, je parle en tant qu'avocat et donc j'ai en tête l'audience d'introduction pour éviter d'embarquer la copropriété dans des procédures qui vont durer trop longtemps, pour essayer d'être le plus convaincant dès l'audience d'introduction en disant, vous voyez, monsieur, madame la juge de paix, on a voté pour, au moins pour les travaux, ça représente 80% de ce que je vous demande. Alors, pas de problème de discuter sur des petites broutilles derrière, mais donnez-moi mon jugement et mon fameux titre pour les 85%, et c'est ça que je veux à l'audience d'introduction. Donc il faut vraiment essayer de comprendre ce qu'on va chercher, et ça peut permettre d'instruire le dossier de manière plus rapide. Oui. En fait, je voudrais revenir au sujet vraiment qui avait été défini. Quelle est la procédure de recouvrement à mettre en œuvre pour des décomptes mensuels qui ne sont pas payés successivement? Donc, depuis le début de l'année, la personne ne paye pas. Est-ce que à chaque décompte mensuel, je dois chaque fois recommencer des rappels, des seconds rappels Je ne vais pas vous dire que j'ai la solution miracle, mais ça dépend un peu où vous en êtes. C'est-à-dire que si le syndic fait un rappel, son rappel va être global, ne va pas viser un décompte en particulier. Il va viser l'ensemble des décomptes, l'ensemble des paiements. Il va y avoir une opération mathématique entre les deux et on va avoir un solde qui est dû par le copropriétaire. Et donc ce rappel peut être fait autant de fois qu'il est nécessaire qu'il soit fait et le montant va varier en fonction des nouvelles charges qui sont appelées et des nouveaux montants qui sont payés. Si le dossier est chez l'avocat et qu'on est déjà en procédure, il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle procédure pour chaque rappel si la procédure est toujours en cours. Donc l'avocat a la possibilité d'actualiser le montant qui est dû par le copropriétaire à la copropriété en cours de procédure. Mais si aujourd'hui j'obtiens un titre et que dans 3 mois le copropriétaire est de nouveau défaillant et doit des nouvelles charges, il faudra recommencer au départ avec un premier rappel, un deuxième rappel, une lettre de mise en demeure et une procédure. Et peut-être être encore plus diligent que ce qu'on essaye de l'être en temps normal en sachant que c'est un copropriétaire qui prend un abonnement des tribunaux, mais on ne pourra pas faire autre chose. De temps en temps, vous avez un dossier qui peut être envoyé au rôle de la justice de paix, donc il est laissé au placard, il n'est pas clôturé définitivement, et vous pouvez faire refixer l'affaire s'il y a des nouvelles charges. Ça peut être une solution, mais il faudra nécessairement informer le copropriétaire de savoir où est-ce qu'il en est dans sa dette. Monsieur, vous voulez rajouter quelque chose? La question n'est pas tout à fait finie ici, monsieur. Excusez-moi, parce que j'ai beaucoup de questions là. Oui. Non, chez monsieur auquel il faudrait donner un micro. Oui, attendez. Donc, dès que j'ai fait 2 rappels pour un premier paiement qui n'a pas été fait, même pour la suite, toute ma créance est recevable auprès du juge de paix. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. Enfin, je veux dire, c'est comme des loyers, il n'y a aucun problème. C'est le code judiciaire, sans entrer dans les détails, mais ce sont des dettes, à caractère récurrent, et donc on peut actualiser devant le juge de paix. Dans l'exemple, on prenait 2 rappels de la part du syndic. Ce n'est pas quelque chose d'impératif, hein, donc vous pouvez très bien décider de confier le dossier à l'avocat tout de suite en faisant une lettre de mise en demeure. Vous pouvez faire un seul rappel, vous pouvez faire des rappels automatiques avec votre programme comptable tous les mois. C'est à ce niveau-là que je n'ai pas de solution miracle, mais c'est sûr qu'il faut au moins informer le copropriétaire. Il faut lui demander de payer une première fois avant de la traire en justice. Et pas tellement en termes de conditions de recevabilité ou de attitude devant le juge de paix, parce que citation vaut mise en demeure. Mais bon, le but c'est quoi? C'est pas d'obtenir un jugement, c'est qu'il paye. Et donc il faut trouver la voie la plus efficace pour que le copropriétaire paye. Mais les copropriétaires sont tous différents. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est que il y a un copropriétaire, il va réagir que quand il est menacé de vente publique. L'autre, il va réagir si le syndic prend son téléphone. Et ça, on ne sait pas le savoir à l'avance.
Peut-être que M. Mostin voulait rajouter quelque chose. Donc il n'y a pas de condition de recevabilité de votre procédure d'avoir fait un rappel. On peut commencer une procédure tout de suite. Maintenant, devant les juges de paix et la loi sur le code judiciaire a changé, c'est que si on estime que l'action est abusive, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris les mesures pour éviter la procédure, les frais de justice pourraient être mis à charge de la copropriété. Et il faut respecter l'acte de base, oui, ça bien sûr. Mais donc, en dehors de ça, il n'y a pas d'obligation d'envoyer un rappel. Donc si vous avez des charges mensuelles, il ne faut pas, chaque fois qu'il y a une mensualité qui n'est pas payée, envoyer un rappel, comme disait M. Van Gils. Et souvent, on définit un seuil à partir du moment où on envoie le dossier à l'avocat en se disant il faut quand même amortir un tout petit peu les frais d'avocat et de défense. Donc si vos mensualités, j'invente, sont de 200 € par mois, vous n'allez pas, après 2 mensualités impayées, sans doute envoyer le dossier à l'avocat, parce que pour 400 €, ça va coûter très cher. Il faut définir un seuil. Alors, est-ce que... Il y a des syndics qui sont très réactifs et qui m'envoient des dossiers, même avec 500 ou 600 €, mais parce qu'ils me disent le courrier de l'avocat est plus efficace que mon rappel, et donc la mise en demeure recommandée que moi j'envoie systématiquement, même quand le syndic a envoyé ses propres rappels, j'envoie moi l'entête d'avocat. Alors elle en fait frémir certains et pas d'autres. Et donc après ça, on définit si à la mise en demeure que j'ai envoyée, le débiteur ne réagit pas, est-ce qu'on agit tout de suite ou est-ce qu'on attend parce que la dette est un peu faible pour un procès. Mais donc ça, c'est un processus à définir. Et moi, il me paraît intéressant finalement d'impliquer les copropriétaires. Quand tout se passe bien, vous avez une copropriété avec 10 copropriétaires, tout se passe bien, de mener une réflexion sur le jour où on a un copropriétaire qui ne va pas payer, comment est-ce que ça va se passer, et de définir avec eux une petite procédure, hein, donc c'est un rappel du syndic avec un délai de 15 jours, et puis on confie le dossier à l'avocat, et de rappeler de temps à autre cette procédure à l'occasion de l'Assemblée Générale, de nouveau en gardant en tête l'objectif de communiquer, d'informer les copropriétaires. Alors ici, je dois déjà arriver presque à la dernière question. Monsieur, vous voulez poser encore une question? Je voulais demander ceci. Donc, dans le cas où les statuts prévoient qu'on peut, lors d'un copropriétaire défaillant, on peut se retourner sur son locataire. Ma question est la suivante. Est-ce qu'une agence immobilière sociale peut être assimilée à un locataire? Maître Mostin me souffle à l'oreille qu'il faut regarder le plan contractuel entre le propriétaire et l'occupant de l'immeuble, mais peut-être, sans vouloir éluder votre question, un mot sur la délégation de loyer, que je trouve à mon niveau très peu efficace, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un propriétaire, M. Durand, qui doit payer des charges, et vous allez essayer d'obtenir le paiement de ces charges auprès de quelqu'un d'autre, Mme Durand. Si Mme Durand ne veut pas, vous allez quand même devoir faire une procédure, et il y a plus de chances de croire que le locataire va s'opposer que le propriétaire. Donc il faudra quand même faire une procédure et obtenir un titre. Et à partir du moment où vous avez un titre, vous n'allez pas chez le locataire, vous allez chez le propriétaire, parce qu'au moins lui, vous savez qu'il est solvable parce qu'il a son lot. Donc en 10 ans d'expérience, on l'a très peu fait, et quand on l'a fait, ça ne fonctionnait pas vraiment. Et il faut avoir le locataire avec vous, donc c'est toute une question de circonstance. Si le syndic passe souvent sur les lieux et qu'il y a un bon contact qui s'établit avec les occupants, parce que c'est typiquement le locataire qui réfère des petits problèmes techniques au syndic, et que c'est le locataire lui-même qui dit bon, moi je vais payer parce que je veux qu'on fasse des travaux dans l'immeuble et que c'est à cause de la négligence de mon propre propriétaire qu'on ne peut pas les faire. Allez, dans ce cas-là, alors on peut l'envisager. Mais si le propriétaire loue à sa cousine, ça ne fonctionnera pas, évidemment. Mais légalement, les statuts sont opposables aux ayants droit. Bien évidemment, aux occupants. On peut contraindre le locataire. Oui, donc légalement, oui, vous pouvez mettre en œuvre cette procédure, mais si ça ne fonctionne pas, comme la procédure de recouvrement de charges contre le propriétaire, il faudra aller devant le juge pour le forcer. Donc c'est en ça que ça me paraît inefficace.
à ce stade-là. Vous pouvez essayer de manière amiable, mais si vous n'avez pas un retour positif, alors s'il faut faire une procédure pour contraindre quelqu'un, le quelqu'un, à mon sens, ça doit être le propriétaire. Mais les statuts sont tout de même contraignants d'eux-mêmes. Oui, monsieur, mais je vais vous dire, le pouvoir de contraindre, quand vous prenez un engagement, effectivement, vous êtes censé le respecter, vous ne le respectez pas. Pour faire respecter un engagement, il faut un jugement. Donc votre clause de délégation de loyer, elle est valable. Le locataire est censé la respecter. Donc si on dit votre propriétaire n'a pas payé ses charges, donc je viens chez vous et payez-moi votre loyer, s'il ne le fait pas, parce que comme le propriétaire dit je ne paye pas, vous devrez faire la procédure et vous devrez citer le locataire devant le juge de paix. Et ce que dit M. Van Gils, ça n'a pas d'intérêt de citer le locataire directement parce que dans ce cadre-là, il dira oui, mais est-ce que mon propriétaire n'a pas des bonnes raisons de contester les charges et de ne pas les payer? Donc une fois que je fais la procédure, j'ai intérêt à la faire contre le propriétaire et au moment où j'ai le jugement, alors éventuellement faire une saisie arrêt parce qu'alors c'est l'huissier qui vient. Alors moi j'ai l'expérience récente, mais comme dit M. Van Gils, qu'on a pu mettre en œuvre la délégation de loyer, mais parce qu'il y avait des contacts et que le locataire se rendait compte de la difficulté, a dit, et moi j'ai eu un locataire qui m'a je lui ai écrit en disant voilà, il y a une clause, veuillez payer, il m'a téléphoné en me disant oui, mais si je paye chez vous, est-ce que mon bailleur ne va pas me reprocher que je ne paye plus mon loyer? Il ne peut pas vous le reprocher puisque c'est dans l'acte de base. On a réinterrogé le bailleur qui finalement a dit mais moi je suis bien content, comme ça c'est payé. Et donc ça a marché. Mais parce qu'il y a une volonté du locataire effectivement de rester dans les lieux, mais d'être sécurisé aussi, de se dire est-ce que c'est pas moi qui vais me retrouver en justice de paix parce qu'on va me reprocher que mon loyer n'est pas payé. Mais toute contrainte, je vais vous dire, n'importe quel engagement, si vous vous tapez sur l'épaule et que tout le monde exécute, c'est magnifique et c'est à ça que sert votre acte de base. Mais si on ne l'applique pas, que le propriétaire ne paye pas ses charges ou que je n'ai que d'autres solutions pour contraindre quelqu'un, c'est un jugement et après un huissier qui met en œuvre. Et l'agence immobilière sociale est assimilée Alors, il au faut locataire. voir quel est le rapport entre l'agence immobilière sociale et le bailleur. Si elle est effectivement locataire et qu'elle sous-loue à la personne qui a accès, eh bien, comme locataire, elle est censée effectivement payer le loyer. Mais il faut voir ce qu'il y a comme contrat. Ce n'est pas toujours une location. Et donc, si c'est un mandat, va voir comment les relations entre le propriétaire et l'agence immobilière sociale sont nouées. Bien, encore une dernière, mais une minute pour votre dernière question, parce qu'il y a un planning assez précis. Merci beaucoup. Une question par rapport à votre dernière intervention, madame. Donc, les charges, etc., votre travaux, est-ce qu'à la fin, donc, ça allait éventuellement un peu dans ce sens? Est-ce qu'une ACP peut-elle faire faillite? Une ACP, une association de copropriétaires peut-elle faire faillite? Dans la mesure où tous les copropriétaires sont solidaires et qu'on peut aller chercher la dette des uns chez les autres, a priori, elle ne tombera jamais en faillite, sauf s'ils sont tous insolvables, ce que je n'ai jamais vu, auquel cas, je laisserai les avocats répondre à la question. Il n'y a pas de faillite. L'association n'est pas une société et n'exerce pas, ne fait pas on parlait de compte de résultat, il n'y a pas de bénéfice en copropriété. Et la loi dit que si je ne sais pas exécuter une décision, si je ne peux pas exécuter ma décision contre l'association parce qu'il n'y a pas de sous sur les comptes, je peux exécuter sur la tête de chaque propriétaire à concurrence de ses quotes-parts. Donc, si mon fournisseur me réclame, fait des travaux de façade, il y en a pour 100 000 €. Le syndic les a commandés sans avoir les sous dans la caisse. Ce qui, normalement, ne devrait pas être le cas, mais enfin, imaginons. L'entreprise fait quand même les travaux, et puis il met sa facture, n'est pas payée. Assigne devant le tribunal, condamnation, le syndic dit « mais moi je ne t'ai rien proposé, je n'ai pas d'argent », on pourra exécuter sur la tête de chaque propriétaire à concurrence de ses parts. Et avec ce même jugement, sans vous avoir convoqué vous directement. Et donc, comme chacun est propriétaire d'un appartement,
on devrait quand même pouvoir récupérer. Alors c'est très lourd, mais c'est possible. Donc la faillite, alors quand on parle de faillite de copropriété, c'est qu'on parle d'une situation financière catastrophique, mais il n'y a pas de faillite avec la désignation d'un curateur comme une société. Ça n'existe pas chez nous en tout cas. Alors voilà, nous allons devoir nous quitter. Alors je rappelle que vous êtes, Maître Mostin, vous êtes encore sur le stand du barreau de Bruxelles qui est ici, qui est, disons, présent, et vous avez toute une équipe. Madame Gallet, on peut certainement encore, peut-être si l'auditoire a quelques questions, on peut certainement vous la poser juste encore dans les allées, vous restez certainement encore un peu parmi nous. Maître Van Gils et également, en tout cas à tous les trois. Alors je répète, Maître Mostin du cabinet Forlot, Madame Gallet, syndic d'immeuble du cabinet Gallet, je crois, oui, effectivement, ainsi que Maître Van Gils du cabinet Décode. Je vous remercie 1000 fois de votre intervention et je crois qu'on peut vraiment les applaudir de toutes leurs bonnes explications. Merci beaucoup.